Bonjour, chers invités. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également aux téléspectateurs. Bonjour Roland. Bonjour Carole Olaye, bonjour Hugues Zogo, bonjour aux amis internautes et téléspectateurs. Bienvenue, c'est une nouvelle semaine qui démarre, c'est parti. Je vous la souhaite très fructueuse. Alors, Merci. nous allons démarrer par la politique, plus précisément le Paraclet. Le quotidien Le Paraclet s'intéresse à la présidentielle de 2026. Trois figures susceptibles de pérenniser les acquis du régime actuel, avec à l'appui les photos de ces trois hommes. Hugues Hector Zogo. Oui, le Paraclet fait très bien de pouvoir nous présenter à sa manchette trois grandes figures de la mouvance présidentielle et mettant la question de savoir si ces figures-là peuvent effectivement parvenir à pérenniser les acquis du régime actuel en se retrouvant dans la posture de présidentiable. C'est la grande question. Maintenant, quand on essaye de regarder un peu le parcours, nous avons là tout de suite le professeur Joseph Yogwenou, à sa suite le maire Luc Atropo et le ministre d'État Romuald Wadaini. Et quand on les regarde, on peut quand même se permettre de dire qu'aujourd'hui, au niveau de la mouvance présidentielle, c'est quand même des gens c'est des personnalités qui ont du poids d'une manière ou d'une autre. Quand je m'intéresse un peu au professeur Joseph Yogwenou, de la cinquantaine d'âge, il a pratiquement tout eu déjà sur le plan politique. Il a eu la chance de se faire élire député à l'Assemblée nationale, il a été ministre de la Justice, ancien président de la Cour constitutionnelle, et bien avant tout ceci, il a eu à mener quand même un certain nombre de combats sur le plan de la société civile. Ça voudrait dire que ce soit sur le plan de la société civile ou que ce soit sur le plan de la politique, il est parvenu quand même à faire dicter son opinion, ce qui lui a permis de se faire une certaine place. Aujourd'hui, il se retrouve à être le président de la plus grande formation politique du pays, au regard quand même des statistiques, le nombre de députés à l'Assemblée nationale et le nombre de maires élus ou nommés dans notre pays. Donc pour moi, je me dis, c'est une grande figure politique aujourd'hui qui, évidemment, peut bel et bien se retrouver dans le starting block des élections générales de 2026 en nous intéressant bien évidemment à la présidentielle. Maintenant, il y a d'autres questions internes qui peuvent peut-être faire que le choix ne soit pas porté sur sa personnalité, mais d'une manière ou d'une autre, le professeur Joseph Yogwenou fait partie des premières figures aujourd'hui qui pourront permettre à la mouvance présidentielle de pérenniser les acquis de la rupture. Deuxième personnalité, c'est le maire Luc Atropo. Vous savez très bien comment est-ce qu'il a été élu. Il était pratiquement à la tête de la commune de Boïcon. Il y a passé près d'une vingtaine d'années. Et le chef de l'État a souhaité qu'il vienne se retrouver à la tête du département du littoral, parce que Cotonou se retrouve quand même être la commune département de notre pays. Donc du coup, il est encore aujourd'hui à la tête de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Et parfois, quand vous regardez même comment est-ce qu'il travaille, vous posez la question de savoir s'il n'est pas un bis-ministre de la décentralisation. Parce que c'est pratiquement le maire qui se retrouve au niveau de tous les territoires presque. Il est sur tous les fronts. C'est quelqu'un, surtout en ces périodes-ci où les acteurs politiques n'ont pas la possibilité de pouvoir parvenir à mener des actions. Lui, il est tout quand même assez libre. Il porte des initiatives, que ce soit privées ou des initiatives au nom de son parti politique, ou même des initiatives au nom de l'association qu'il préside depuis un certain nombre d'années.
Et c'est une figure aussi qui ne se retrouve pas dans des controverses. Quand vous allez au niveau de l'opposition aujourd'hui, vous parlez du maire Luc Atropos, vous aurez forcément beaucoup de personnes qui ont de l'estime pour lui, non pas pour sa personne, mais au regard de la posture qu'il a toujours adoptée. Ce n'est pas l'acteur politique qui jette des pics tout le temps, comme nous en avons l'habitude de connaître dans notre pays. Il est, à la limite, cette figure-là aujourd'hui qui peut recevoir, non seulement au niveau de la mouvance politique, mais également au niveau de l'opposition, un certain respect, au regard quand même d'un certain nombre de choses liées à la politique. Dernière figure, c'est le ministre d'État, Romuald Wadaï. Qu'est-ce que je pourrais dire d'un cadre émérite qui se retrouve aujourd'hui à énormément travailler sur le plan économique de notre pays. On peut se permettre de dire, au-delà de tout, que grâce à lui, la signature du Bénin a davantage de poids, ce qui nous permet de parvenir en temps assez réduit d'avoir de financement des institutions internationales pour permettre de réaliser des infrastructures communautaire dans notre pays. C'est le ministre d'État qui est resté à la limite très effacé au regard sans doute de la mission que le chef de l'État lui a confiée. Et vous avez vu, quand je prends ne serait-ce que son cas, au moment où certains concitoyens commençaient par susciter les candidatures dans la masse, il a été celui qui a eu le courage de dire « attention, ne me mêlez pas mon nom à ça ». Ça voudrait dire que le ministre d'État a quand même le sens de la discipline de groupe. Parce que vous pouvez bel et bien vous retrouver dans un parti politique ou vous retrouver dans une classe politique et il suffit seulement que les gens commencent par dire « oui, nous aurions souhaité qu'il se retrouve sur la liste de départ » pour que vous n'ayez plus de la retenue à vouloir respecter ce que la décision, par exemple, qui a été prise au niveau de votre formation politique ou au niveau de la mouvance politique, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui est très effacé, mais qui a beaucoup de rigueur. En termes de travail, il a beaucoup de rigueur. Quand vous écoutez un peu les directeurs généraux qui travaillent avec lui, vous vous rendez compte que ce n'est pas quelqu'un qui s'amuse du tout avec la gestion des affaires publiques. Moi, j'ai eu la chance d'échanger à plusieurs reprises avec le directeur général des impôts, M. Nicolas Yenoussi, pour voir comment est-ce que les taxes, par exemple, de plus en plus sont retenues. Quelle est la formule? Est-ce qu'il n'y a pas, à des moments donnés, la pression sociale qui fait que vous dites on va rebrousser chemin? Et j'ai pu comprendre quand même que c'est pour le bien du pays que ça se fait. Les décisions se prennent pour le bien du pays et on s'oublie. Donc, je prends le ministre d'État Romuald Wadaï comme un serviteur de la République qui s'oublie pour que la nation puisse exister. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ces trois grandes figures-là. Dans l'un ou l'autre des cas, les trois, effectivement, ont leur mot à dire pour les élections générales de 2026. Maintenant, ce sera de petits détails qui vont peut-être faire que le chef de l'État ou même la formation politique à laquelle l'un ou l'autre appartient va opérer le choix pour pouvoir les positionner. Alors, je suis convaincu. Selon vous, est le candidat qui a plus de chances d'avoir la bénédiction du chef? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que quand vous regardez par exemple le professeur Joseph Yogwenou, on peut se permettre de dire que c'est lui qui a travaillé pour que le chef de l'État soit là. Les combats qui ont été menés pour que le président Patrice Talon recouvre ce qu'on appelle la liberté politique dans notre pays, il fait partie, je vais dire, des têtes pensantes de tout le système. Si on doit citer deux figures ayant travaillé à cette dynamique-là, on ne peut pas les citer sans citer le professeur Joseph Yogwenou. Quand je prends le maire Luc Atropos, j'ai fait comprendre tout à l'heure qu'à la limite, c'est un ministre bis de la décentralisation. Et quand vous suivez un peu comment est-ce qu'il travaille, vous vous dites, il a forcément la bénédiction du chef de l'État. Sinon,
il prend tellement de risques. Il prend tellement de risques et il est aussi assez libre à pouvoir mener des partenariats à l'international, que ce soit que ce soit au nom de l'association qu'il dirige aujourd'hui ou que ce soit au nom d'autres communes. Et il facilite quand même l'accès à des partenariats à certains maires. Et donc, quand vous regardez cette forme de leadership, vous vous dites, mais sur quoi il compte? Parce qu'en réalité, à des moments donnés, dès que vous commencez par, je vais dire, avoir suffisamment de bases un peu partout, vous devenez de la gêne. On peut considérer que bon, vous devenez a priori un obstacle pour les défis politiques à relever. Donc, il faut tout faire tout de suite pour essayer de vous écarter. Mais ce n'est pas le cas avec le maire Luc Atropo. Il est très à l'aise dans tout ce qu'il fait. Et vous dites, s'il le fait de cette manière, ça voudrait forcément dire qu'il y a un soutien du chef de l'État. Et puis, c'est quelqu'un qui est aussi assez loyal. Ce n'est pas monnaie courante en politique, la loyauté. Et maintenant, pour la troisième figure, la troisième personnalité, le ministre d'État, Romuald Wardani, tout ce qui a rapport aux réformes économiques dans notre pays aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme, je vais dire, dynamique de construction des infrastructures dans notre pays aujourd'hui, on peut se permettre de dire qu'il est la première figure. Quand le chef de l'État prend des initiatives, il est la première personnalité qui assume. Et vous aviez vu tout ce qui a été accordé à son portefeuille ministériel d'État. Donc, c'est dire que dans l'un ou l'autre des cas, on ne peut pas aller aux élections présidentielles de 2026 au niveau de la mouvance présidentielle sans pouvoir retrouver une de ces trois figures-là dans la liste de départ. Roland, ton inquiétude? Je crois que ce que le paraclet écrit ce matin quand même nous rappelle le débat qu'on a eu à faire ici mardi dernier, pour rappeler que ce sont ces trois personnalités en réalité qui sont beaucoup plus en vue aujourd'hui. Et revenant sur chacun d'eux, je crois qu'aujourd'hui, même si on a peut-être un peu d'assurance que oui, les trois personnalités peuvent pérenniser les acquis de la rupture, il faut quand même comprendre que certains ont commencé par avoir des difficultés. Parce que quand je regardais un peu l'écosystème politique aujourd'hui, aucun choix ne se fera en dehors de Patrice Talon. Aucun choix. Et donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus aussi un problème de dilemme pour le chef de l'État qui devra choisir soit entre son avocat personnel, soit son filleul, Romuald Wardani, à qui il a confié, Hugues Zogo l'a rappelé, on a dépouillé 2 ministères pour confier ses responsabilités à Wardani au ministère des Finances, notamment la coopération au ministère des Affaires étrangères qu'on lui a confiée là-bas, notamment la planification qu'on a dépouillée au niveau du ministère du Développement chez Biachani pour le confier là-bas. On a fait de lui un ministre d'État. Donc c'est quelqu'un qui certainement jouit de la confiance totale du chef de l'État. Et quand vous êtes dans un système et que vous devez faire face à de telles situations, c'est difficile. Et donc cela fait qu'aujourd'hui, Joseph Djougouine, même s'il a l'ambition, c'est qu'il doit pouvoir émettre parfois des réserves parce qu'il ne sait pas ce que le chef pourrait sortir comme carte à la dernière minute. Mais revenant sur le cas du maire de la ville de Cotonou, je rappelle quand même, pour rappeler que oui, il fait des actions, il est beaucoup plus actif sur le terrain, il y a un regain d'activité. C'est vrai qu'on le connaissait assez magnanime en tant que maire à Boïkan, qui était au chevet des couches défavorisées, puis il était aidé, assister les femmes, réaliser des infrastructures socio-communautaires de base, et puis avoir des partenariats en tant que président de la NCB, être au contact des populations, faire des actions. Mais on a vu qu'au cours de l'année 2024, il était beaucoup plus présent pratiquement dans toutes, en tout cas dans beaucoup de communes, même dans la partie septentrionale du Bénin, il était sur le terrain. Mais est-ce que, à la date d'aujourd'hui, les trois iront aux élections à chance égale? D'abord, aux primaires, si il en existe, mais encore qu'on dit que c'est un comité qui devra décider de qui sera candidat ou pas, parce qu'il y a des critères qui ont été fixés. Et sur ces critères-là,
on doit désigner quelqu'un. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les situations qui prévalent, d'abord, on peut présager de ce que Romain Wadaï a peut-être plus ou moins, tenant compte de la manière dont il fonctionne au gouvernement et ce qu'il représente pour le gouvernement, peut-être une avance par rapport aux autres. Et je reviens sur deux aspects. Vous prenez Joseph Djibouni qui est président de l'UP Le Renouveau. C'est un monsieur, oui, Hugues Tozogo l'a rappelé, il a eu tous les parcours société civile. Après, politique alternative citoyenne, avec tout ce qu'on connaît. Après, il fait partie des premiers soutiens de base amenés par Patrice Talon, qui a joui de toute la confiance du chef de l'État en allant à la Cour constitutionnelle. Et après, revenant de la Cour constitutionnelle, devient par exemple président de la Cour constitutionnelle, président de son parti, le P. Le Renouveau. Et quand on voit tout ça, et qu'en réalité, les parrainages doivent être co-signés par les présidents des partis, s'il en arrivait, je l'ai rappelé mardi dernier, s'il n'était plus candidat, avec quel état d'âme devra-t-il co-signer les parrainages pour les candidats qui sont désignés? Il y a ce problème à ce niveau, auquel il sera confronté difficilement. Mais je crois qu'au-delà de ça, de la confiance, de la dynamique de groupe, je crois bien qu'il n'aura pas de gêne à le faire. Mais je prends le cas de Lucas Tropo. J'ai un peu mal pour lui ces derniers temps. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que les casques qui ont été opérés à Cotonou ont rendu impopulaires certains leaders politiques. Et d'ailleurs, même le chef de l'État a eu sa dose quand on a décidé de libérer les athées. Il a eu sa dose. Les gens, au moins, n'ont pas hésité à lui faire, en tout cas, ne lui ont pas fait de cadeau. Et il se fait que c'est à la veille d'une élection présidentielle, 2026 notamment, que le maire de Cotonou se voit contraint de demander aux gens de libérer les athées et de donner une date butoir au cas où les gens ne vont pas obtempérer, il serait obligé de les casser. Donc c'est une activité qui participera à le rendre impopulaire. Alors, dans le cas d'espèce actuellement, va-t-il aller jusqu'au bout de cette décision? S'il le fait, est-ce qu'il connaît un peu ce que ça implique? Est-ce qu'il le fait volontairement ou bien on lui demande de faire? Est-ce qu'il aura le choix? Non, moi je pose des questions. Mais est-ce qu'il aura le choix? Non, il peut bien avoir le choix. Parce qu'il est, qu'on le veuille ou non, juste a priori, la première autorité de la ville de Cotonou, même si malheureusement le maire de la ville de Cotonou doit avoir des achoppements le plus souvent avec le préfet du littoral parce que c'est le même territoire. Le préfet n'a pas de territoire auquel il peut s'intéresser, mais il s'intéresse juste à la côte. Donc c'est un peu comme un maire adjoint, je ne sais pas, hein, ou un préfet adjoint à Cotonou malheureusement. Donc il y a ces réalités qu'il doit vivre. Et puis après, quand je regarde son parcours, il est de la Renaissance du Bénin. La Renaissance du Bénin, vous savez, il y a des partis, quand bien même on parle de réforme du système partisan, ne nous leurrons pas, il y a des partis qui continuent d'avoir... Qui ne mourront jamais, disons. Qui ne mourront pas, même si ces partis sont déjà morts. En réalité, dans la tête de certaines personnes, ce n'est pas encore mort. Je prends le cas de Lucas Tropo. Il était membre de la Renaissance du Bénin. Et certains leaders de la Renaissance du Bénin qui ne sont pas partis avec eux vers l'UP Le Renouveau, leur en veulent parce qu'ils estiment que c'est eux qui ont contribué à tuer la Renaissance du Bénin. Donc il devra faire face à ces lieutenants de la RB qui existent encore, qui, sur le terrain, ne vont peut-être pas leur faire de cadeaux, qui voudront leur demander des comptes. Et vous allez voir que le baromètre, je le tiens, en tout cas, pour les élections dernières à Cotonou, d'abord même pour les élections communales, on a pu voir, hein, au-delà de tout, il a réussi à se faire élire, mais pour autant, ça a été difficile pour eux dans la ville de Cotonou. Et quand on revient aux élections législatives, au-delà de la jeunesse que le chef de l'État, en tout cas, pardon, que les partis ont positionné dans la ville de Cotonou, notamment aux Ademé qui, l'ancien ministre des Sports, Christian Rundongbo et autres, ils n'ont pas pu avoir grand-chose. Et pourtant, donc, alors qu'il était déjà maire de la ville de Cotonou. Donc, ça a été difficile pour eux d'avoir des résultats dans la ville de Cotonou, alors qu'il est là en tant que maire. Et donc, ça montre clairement que, est-ce qu'aujourd'hui, s'il est candidat, ça va être le même résultat. C'est vrai qu'on rappelle chaque fois qu'il continue de faire ses œuvres sociales. Et puis, ces temps-ci, on le voit organiser beaucoup de festivals à Cotonou, avec sa fondation et en collaboration avec l'Artiste ivoirien à Salfo. Il a fait beaucoup d'actions pour intéresser les jeunes. Il intervient dans beaucoup d'activités organisées par les jeunes, les femmes dans la ville de Cotonou. Mais est-ce que cela suffira à lui donner caution quand il sera candidat? C'est autant de choses sur lesquelles il faut revenir réfléchir pour dire, bon, c'est le cas de figure. Et puis moi, après, au-delà des trois là, quand même, je vois peut-être deux images, deux visages.
Parce que j'estime que Ouaddaï, c'est un jeune qui a la confiance du chef de l'État, c'est vrai. Comment vous appelez, Lucas Topo, d'accord, plus ou moins. Il a la confiance, plus ou moins. Et je ne veux pas aller dans certains détails pour dire qu'à un moment donné, les gens commençaient par lui coller une autre identité. C'est vrai que les gens pensent que ce soit à tort ou à raison, qu'il est de la mouvance, mais d'un camp, en réalité donnée. Et est-ce que véritablement aujourd'hui, c'est l'impression que les gens continuent d'avoir? Et il est de l'UP Le Renouveau. Voilà que son candidat aussi, son président aussi est sur la liste, en tout cas en griffe dans les images parmi les potentiels candidats. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un cas de figure que nous mettons peut-être de côté. Le cas Mariam Talata Tchabizime. Elle est vice-présidente de la République. On peut décider de la coopter comme candidate. Parce que vous voyez, il y a un schéma, il y a une image qui m'est restée tout le temps. Le chef de l'État a été élu avec Mariam Talata Tchabizime. Mais toutes les fois, toutes les grandes rencontres internationales, le chef n'a fait qu'envoyer pratiquement la dame. Et donc, la dame aujourd'hui a été à tous les grands rendez-vous pratiquement, a eu les meilleurs carnets d'adresse en réalité aujourd'hui. Donc, ça peut être un schéma sur lequel on ne veut pas parler, mais qu'on va nous présenter à tout moment. Et il y a la question, Patrice Talon a été très ingénieux en 2021, en amenant Mariam Talata Tchabizime, qui est de la partie septentrionale du Bénin, et qui est aussi une femme. Et c'est sur ces deux aspects-là qu'ils ont beaucoup insisté. Lors de la campagne. Et puis, la plupart du temps, il est arrivé de donner la parole à la dame, de parler aux femmes. Donc, c'est une dame qui a eu le carnet d'adresse, parce que vous ne pouvez pas aller à ces grandes rencontres-là et ne pas avoir le carnet d'adresse quand même. Vous les avez. Et puis après, vous voyez, aujourd'hui, quand on prend l'essor du Parti des démocrates, c'est beaucoup plus concentré d'abord dans une petite région du Bénin, qu'on le veuille ou non. Quand vous regardez le cas FCBE, quand même Paul Rompé a pris le devant du parti FCBE, les premiers résultats obtenus par ce parti ont été des résultats beaucoup plus obtenus de la partie septentrionale du Bénin. Et par contre, dans la partie méridionale, où lui-même était candidat, ils ont en griffe, comme le disent les Ivoiriens, ils ont tapé poteau. Et quand vous prenez les résultats des démocrates issus des dernières élections, vous allez voir que dans la partie septentrionale, ils ont fait fort également. Bon, pas dans toutes les régions. Et cette dame, étant de cette région du Bénin, candidate, peut venir bousculer le calcul du Parti des démocrates. Donc c'est aussi un cas de figure que nous ne mettons pas beaucoup plus en avant, mais je crois que Patrice Talon, elle est membre du parti, comment vous appelez, UP Le Renouveau, elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale, et donc c'est un parcours assez important qu'il faut mettre dans la balance. Et quand vous regardez, vous questionnez les gens qui l'ont côtoyé par le passé, vous vous rendez compte que c'est une dame. Peut-être que ça va être la chance d'avoir la première femme présidente du Bénin, pourquoi pas. Et nous sachant très bien que Patrice Talon aime bien l'exception et surprendre par l'exception, ne perdons pas de vue que cette dame peut être aussi un joker assez important pour la mouvance. Nous allons poursuivre avec le Béninois libéré. Le Béninois libéré qui alerte sur la sécurité d'un ancien président. Ils veulent s'amuser à attenter à la vie de Boni Yayi. C'est vraiment dommage qu'on arrive à pouvoir lire de pareils titres, que ce soit anodin ou non. Ce n'est pas de très bons signes pour une république. On a suivi un peu les différentes réactions relatives à cette question. On a suivi, en l'occurrence, la sortie du porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Rumbegui, qui n'a pas manqué de faire comprendre à l'opinion publique que c'est une stratégie qui est en train d'être mise en place par l'opposition, en l'occurrence le parti Les Démocrates, pour distraire. Mais je me dis, la sécurité d'un ancien chef d'État, que l'on soit de la mouvance ou que l'on soit de l'opposition, c'est très capital, c'est très important. Même déjà la sécurité de tout individu. Autant en tant qu'être humain, la nation a l'obligation d'assurer votre sécurité. C'est la Constitution qui fait obligation
donc à l'État de travailler à la sécurité de chaque citoyen. Maintenant, quand on se retrouve, qui plus est, avec un président de la République qui a fini son exercice et qui se retrouve pratiquement à être encore président d'un parti politique de l'opposition, je me dis, il y a forcément obligation pour le gouvernement de travailler pour que sa sécurité soit davantage assurée. Parce que, vous savez, on dit souvent qu'on connaît le jour où ça commence, mais on ne connaît pas la finalité. C'est pour dire que nous avons plus intérêt à travailler à la paix. Nous avons tous intérêt à préserver la paix dans notre pays qu'à laisser des sujets qui plus tard vont être préjudiciables à notre nation. Quand j'écoute le porte-parole du gouvernement, il est dans son rôle le plus absolu. C'est tout à fait normal parce qu'il n'a pas manqué de signifier que aujourd'hui, c'est parce que l'opposition n'a plus des dossiers sur lesquels il pourrait surfer. C'est parce que l'opposition trouve que le gouvernement fait tellement bien les choses et qu'il n'y a pas de quoi lui reprocher qu'on est en train d'agiter de pareilles informations. Mais moi, je me dis, on aurait pu faire mieux d'aller un peu plus en profondeur. Vous savez, avec les plateformes numériques aujourd'hui et avec tout ce que l'État béninois a pu mettre à disposition de nos forces de sécurité publique, on peut identifier les premiers acteurs qui ont fait circuler une information. Et donc, on peut chercher à connaître ceux-là qui, dans l'opinion publique, ont pu ventiler cette information. La police peut prendre la responsabilité par devers elle d'identifier ces intéressés-là et de chercher à comprendre ce qui les a poussés à sortir de pareilles informations. Et à partir de ce moment, des enquêtes peuvent être menées. Ça pourrait aider aussi la police à savoir si ce qui est en train d'être dit, si c'est vérifié ou pas. Parce que là, on est en train de parler d'un ancien chef d'État. On parle d'un ancien chef d'État. Et voyez-vous, il a été dans une posture hier qui fait que tout Béninois qui apprend qu'on veut porter atteinte à la sûreté de sa vie doit pouvoir se poser des questions. Aujourd'hui, il est président du plus grand parti politique de l'opposition, le parti Les Démocrates. Et voilà ce que l'on entend dire. Donc pour moi, on est en train de traverser une période assez sensible et il faut faire très attention. Quand des informations comme ça commencent par circuler un peu partout dans le pays, il ne faudrait pas que l'on prenne ça à la légère, mais qu'on considère qu'il y a forcément des raisons qui ont poussé certains à le faire savoir. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Roland Tonekes. Moi, je voudrais repartir de la déclaration du porte-parole du gouvernement qui estime que, bon, c'est bien une stratégie sur laquelle le Parti démocrate veut surfer. Moi, je voudrais dire quand même une chose. Un citoyen, qui plus est, ancien chef d'État, on dit que sa sécurité est menacée. Moi, je ne pense pas que c'est utile ou important de banaliser ça. Si vous l'apprenez, première chose à faire, moi, si j'étais à leur place, je renforce sa sécurité. En quoi faisons? Mais écoutez, il a un garde du corps. Cela suppose qu'on peut mettre des militaires à disposition au niveau de sa maison, que ce soit à Cotonou ou à Tchaouro. On peut peut-être redoubler le nombre d'hommes en uniforme autour de lui. On peut lui demander, bon, ok, on vous envoie, on vous met à disposition 4 militaires de plus. Vous avez le choix, vous avez la possibilité de choisir qui vous voulez. Renforcer sa sécurité.
Parce que si vous renforcez sa sécurité, les militaires qui sont, en tout cas, vont vous aider à mieux cerner le problème, le sécuriser en même temps, et vous ne tombez pas dans. Puisqu'en réalité, si un Quidam lance une pièce sur la voiture du Boniaï, malheureusement, quelque part, on dira que c'est le gouvernement parce qu'on a dit que sa vie n'est pas en sécurité. Donc je pense que le gouvernement ferait mieux, pour couper court à cette affaire, de chercher les moyens, voies et moyens, pour renforcer sa sécurité. Et de ne pas oublier que, quand le porte-parole parle, je voudrais leur rappeler de ne pas oublier que Patrice Talon, qui nous a promis qu'il partira en 2026, deviendra aussi ancien chef d'État en 2026, à partir de 2026. Il se peut qu'un jour aussi, il se retrouve dans telle situation pour dire « Ah, attention, j'ai entendu dit tant », ou bien ses proches disent « La vie de notre leader n'est pas en sécurité ». Et en réalité, spontanément, on doit travailler à le sécuriser. Donc, je crois que nous ne devons pas regarder le temps présent parce que nous pensons que nous sommes à l'abri et banaliser certaines choses. Moi, je pense que c'est cette manière de prendre le dossier est pratiquement de la banalisation de cette situation. Boniaï reste et demeure un ancien chef d'État. Et vous savez très bien que dès lors qu'on touche un seul de ses cheveux, ça peut créer autre chose. Alors, pour éviter ça, une fois que vous n'avez peut-être pas, bon, Hugues Zougou l'a rappelé, ceux qui ont vilipendé cette information, cherchez peut-être à leur poser des questions. Mais une fois que vous allez... Vous avez déjà la source de l'information. Vous avez la source, déjà après ça, vous faites les enquêtes. C'est tellement que la police, certainement, les connaissants, ils ont déjà commencé une enquête pour pouvoir clairer cette affaire. Mais je pense que la première chose à faire pour couper court, ok, votre sécurité est menacée, ok, il n'y a pas de problème. Nous renforçons votre sécurité. Et quand vous allez lui faire la proposition et qu'il va refuser, les autorités montent au créneau pour dire, voilà, compte tenu de telle situation, le gouvernement a pris telle décision, renforcer sa sécurité, et voilà que les militants de son parti et lui-même se sont opposés à une telle décision, on comprendra que ça peut être, parce que dans ce cas, on peut dire alors, ça veut dire que c'est une question de manipulation de l'opinion. Donc je crois qu'au-delà de tout, cessons de banaliser ces questions-là, parce que ça semble ne pas avoir d'importance pour certains, mais je sais que demain, si Patrice Talon, l'ancien chef d'État, a les mêmes problèmes, on prendra faire cause pour lui, on le défendra parce qu'il est un fils du Bénin, il est ancien chef d'État, on doit tout faire pour le sécuriser. Je crois que c'est très important. Il faut que les gouvernants actuels prennent la mesure de la situation et comprennent que, vous savez, vous prenez un seul militant démocrate aujourd'hui. La dernière fois, pendant la campagne, je crois, il y avait un militaire enseignant qui est décédé de quelque part vers Perret, ou je ne sais pas, vous vous rappelez. Les gens ont tout fait d'attribuer ça aux gens de la mouvance. Alors, vous savez très bien qu'aujourd'hui, si quelque chose arrive à un seul petit démocrate quelque part, et surtout que si ce démocrate-là influe dans sa localité, les gens ne tarderont pas à attribuer ça aux gens aux mouvanciers. Et donc, dans ces conditions, la personne peut avoir même banalement problème avec quelqu'un d'autre. Et on va l'assommer dans un coin du Bénin. Mais puisque vous n'avez pas pris vos mesures, on dira que c'est vous parce qu'il y a une menace pour vous. Donc je crois que, au-delà de tout, il ne faut pas banaliser ça. J'en appelle au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, au chef d'état-major, qu'ils prennent leurs responsabilités pour chercher à renforcer la sécurité de l'ancien président Boniaï. Et je crois que ça pourrait faire l'affaire. Nous allons rester avec les partis, les démocrates, Hugues Zougou. Déclaration hors cadre d'intention de candidature pour la présidentielle. C'est Dynamisme Info qui en parle. Le parti LD décourage les usurpateurs et les plaisantins. Oui, c'est une très belle démarche du parti les démocrates. Et moi, je salue cette hauteur d'esprit des responsables de ce parti, parce que vous voyez, on a une loi électorale, et au-delà du fait qu'on a une loi électorale, il y a aujourd'hui la réforme du système partisan qui ne permet plus forcément de tomber dans certains pièges ou dans certains travers. Et ça aurait été vraiment dommage que l'on se rende compte que les différentes réformes politiques qui ont été menées dans notre pays, que ce soit juste une seule partie politique qui essaye tant bien que mal de mettre en application les décisions.
Aujourd'hui, quand le parti Les Démocrates prend l'initiative de mettre hors d'état de nuire tout plaisantin qui se permet de faire des déclarations au nom du parti, alors que forcément, alors que peut-être la personne n'a jamais été membre de ce parti politique-là, sans doute, ça se fait pour faire ridiculiser le parti. Parce que, voyez-vous, quelqu'un qu'on n'a jamais entendu parler, dont on n'a jamais entendu parler, quelqu'un qui n'a jamais eu, par exemple, une vie de militant politique, mais qui, dans cet environnement politique que nous connaissons tous, prend la parole pour dire qu'il sera présidentiable au nom du parti Les Démocrates. A priori, les gens vont commencer par s'en moquer. Donc c'est comme si au niveau du parti Les Démocrates, il n'y a pas de tête pensante capable d'aller aux élections présidentielles de 2026 et de remporter le pouvoir d'État. Et donc si le parti à un moment donné n'arrive pas à siffler la fin de la récréation pour demander à ces usurpateurs de titres, à ces plaisantins qui de plus en plus utilisent les attributs du parti pour faire des déclarations, si le parti ne le fait pas, ça veut dire que le parti est en train de tomber dans un piège. Et je crois que sur le plan politique, en termes de communication politique, ce n'est pas trop bien. Et sans doute, après réflexion, les responsables ont pu comprendre que c'est peut-être aussi une autre forme de stratégie des adversaires à ce parti-là. Parce que nous ne sommes pas, je vais dire, nous ne sommes pas des alliés politiques. Et je me rends compte que vous avez de très bons jokers capables de se positionner pour les élections présidentielles. À des moments donnés, je peux mettre en place une stratégie pour détruire votre image politique. Je peux distraire l'opinion politique pour dire plus tard, mais voilà ceux qui ont l'intention de travailler à arracher le pouvoir politique. Mais regardez les profils qu'ils présentent. Et à partir de ce moment, les populations vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ce parti? Et donc, tout est aujourd'hui, tout est question de stratégie. Et ma foi, avoir très tôt pris cette décision-là pourra permettre à chacun de se calmer et de jouer sa partition convenablement. Roland? Je crois que je vais prendre un aspect évoqué par Huguette Zogo. Il dit que ça peut être la stratégie des adversaires de ce parti. Pour dire quoi? En 2021, peu s'en fallait. Deux personnes qui étaient membres du Parti des démocrates allaient utiliser les attributs du parti pour dire qu'ils sont candidats. Et fort heureusement, le Parti des démocrates s'est organisé de sorte qu'ils n'avaient plus la possibilité d'utiliser les attributs. Ils ont dû sortir un attribut, en tout cas en toute vitesse, pour être candidat. Et le cas de figure là, dont on parle, il faut préciser, appeler les chats, c'est Achille Leco, notre compatriote qui est aux États-Unis, qui a dit être candidat aux primaires du Parti des démocrates. Et le parti fait bien de réagir parce que, fondamentalement, Achille Leco peut-être n'a pas milité au sein de cette formation politique à proprement parler. C'est vrai que Achille Leco a pris des initiatives ces dernières semaines à Porto-Novo et dans certaines localités du Bénin. Il a eu à faire des actions sociales, il a fait des dons. Ça fait plusieurs semaines que je suis de près un peu cette actualité. Et donc, aujourd'hui, est-ce que le fait d'être présent sur le terrain, et d'ailleurs, même quand j'avais même entendu parler de lui, pour moi, il était membre d'une fonction de la mouvance présidentielle. En tout cas, c'est la lecture que moi je faisais. Pas comme l'a dit, ou bien qu'il l'a dit, ou que j'ai échangé avec lui, qu'il a dit qu'il est de la mouvance. Et donc, subitement, quand je le vois utiliser les attributs de ce parti-là, je crois qu'il revient maintenant au parti, les démocrates, de prendre les dispositions qui s'imposent. Je crois, pour ma part, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de saisir au plus vite, comment vous appelez, la Sénat, ou le conseil électoral, si vous voulez, pour dire, voilà, dans la perspective de 2026, voilà les membres du parti qui devront venir déposer les candidatures. C'est-à-dire que là où nous sommes maintenant, il se peut que demain, vous voyez des membres du Parti des démocrates
qui seront peut-être malheureux parce qu'ils n'auront pas réussi à franchir l'étape des primaires, se lever pour dire, une fois qu'ils sont membres à proprement parler, dit que oui, ils veulent être candidats. C'est vrai qu'il y a la question du parrainage qui va les bloquer. Mais cette pagaille peut arriver à tout moment et les gens peuvent commencer par foutre un peu la pagaille au sein de cette formation politique. Parce que quand quelqu'un dit « je suis candidat » et que le parti n'a pas voulu et il commence par tenir tête au parti et avec tout ce qu'on a connu comme stratégie politique par le passé, je crois que ça peut être un problème pour eux. Il leur revient maintenant de prendre les dispositions qui s'imposent et de sécuriser davantage les attributs du parti pour dire attention, n'importe qui ne peut se lever pour utiliser nos attributs. Et donc, nous saisissons la Sénat officiellement pour dire attention, quiconque viendra vers vous, même si les parrainages constituent un élément essentiel, mais il se peut que n'importe qui aille déposer quand même. On a pu voir les gens en 2021 déposer le dossier pour dire qu'ils ont déposé avec la Constitution 90. On sait ce que ça a traîné après. Donc, au-delà de tout, j'estime véritablement. Et puis après, quand ces problèmes arrivent, fort heureusement qu'il y a les parrainages, s'il n'y avait pas les parrainages, quand ces problèmes arrivent, la Sénat dit allez régler ça et revenez. La justice va trancher. Le temps que la justice tranche, c'est que les candidatures sont validées et puis l'élection est organisée. Et donc, je pense véritablement qu'il leur revient de faire attention et de prendre les dispositions et de savoir maintenant comment s'y prendre pour que demain, il n'y ait pas cette pagaille. Nous allons terminer avec Matin Libre, VBG, des plaintes en nette augmentation, accroissement de violence ou résultat des actions engagées. C'est une interrogation à laquelle je voudrais bien qu'on essaie de répondre très rapidement avant de boucler cette deuxième rubrique de Matin d'Éden. Hugues-Hector Zogo. Oui, les violences basées sur le genre, des plaintes en nette augmentation. C'est un bilan fait lors de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. C'est une bonne avancée. C'est une bonne avancée en termes des droits ou du respect des droits de la femme. Mais c'est une régression en ce qui concerne l'état social. Et je crois avec un bilan comme ça, que l'Institut national de la femme a du travail. Il faudra que les gens sortent de leur bureau. Il faudrait que l'Institut national de la femme communique davantage. Et communiquer davantage, pour moi, ce n'est pas juste organiser des conférences. Il faut aller au-delà. Il faut sensibiliser davantage les couches vulnérables dans leur langue nationale. Il ne s'agira pas d'organiser des colloques. Il faut qu'on sorte de ce carcan-là qui fait croire que lorsqu'on parle de l'Institut national de la femme, c'est une question des intellectuels. Parce que malheureusement, c'est l'impression que j'ai. Quand je vois un peu l'Institut national de la femme, je ne vois que malheureusement certaines jeunes filles leaders, des cadres qui se retrouvent sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux, les féministes, merci, à revendiquer des droits. L'Institut national doit aller au-delà de ça. La femme qui, à la maison, se fait violenter, doit d'abord connaître son droit. Pour connaître son droit, il faut forcément qu'on le lui dise dans sa langue, qu'on lui explique le comportement qu'elle doit adopter quand, par exemple, il y a du harcèlement, quand, par exemple, on la violente par l'expression verbale. Mais, malheureusement, ce n'est pas encore ce qui se vit. J'ai un peu de peine parce que on a célébré le 8 mars sans que je ne découvre une activité qui sorte de l'ordinaire organisée par l'Institut national de la femme. Vous avez vu le siège qui a été mis à disposition, a été inauguré. C'est une très bonne chose. Mais je veux rêver, je veux vraiment porter le rêve que ce ne soit pas les bureaux climatisés qui servent de cadre
pour des actions. Les actions de l'Institut national de la femme. Je veux honnêtement que ces femmes-là qui se retrouvent au niveau des marchés, que ces femmes-là qui se retrouvent au niveau des hameaux, au niveau des villages, soient effectivement sensibilisées par rapport à leurs droits. Et mieux, que l'on travaille aussi à donner de la valeur aux hommes. Parce que quand on parle de l'Institut national de la femme, ou quand on parle... À impliquer les hommes. Oui, quand on parle du respect des droits des femmes, j'ai le sentiment qu'on se braque contre les hommes. C'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Non, aujourd'hui, tout le monde comprend qu'il n'y a pas de lutte sans la contribution des hommes. Mais faites un tour sur les plateformes numériques. Carole, faites un tour sur les plateformes numériques et vous allez comprendre que nous ne faisons pas le même combat pour valoriser l'être humain qu'est la femme. J'estime que dire que cette lutte pourra être pleinement, pourra atteindre ses objectifs et puis pourra impacter réellement sans les hommes, c'est se leurrer. C'est se leurrer. Et je crois que même les cadres à divers niveaux comprennent cela aujourd'hui. Maintenant, quant à ce que les jeunes filles ou femmes font sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas forcément traduire la réalité. Non, mais pourquoi l'Institut national de la femme n'organise pas des ateliers de sensibilisation de ces féministes pour leur dire, mais chères sœurs, c'est vrai, c'est un combat contemporain, mais il y a un langage. Parce que si les gens ne comprennent pas le langage, si déjà les gens pensent que pour mener un combat du droit des femmes, il faut systématiquement insulter les hommes, il n'y aura pas d'impact. C'est pas possible. Déjà au niveau de nos familles, quelle est l'éducation qu'on donne aux petits garçons? À quel moment on lui fait comprendre que la jeune fille qui est sa sœur a pratiquement les mêmes droits que lui? À quel moment on lui fait comprendre que, en tant que petit garçon, quand il va grandir demain, qu'il n'a nullement le droit de porter la main sur une femme? À quel moment on le fait? Si on ne le fait pas, et on doit juste se retrouver peut-être sur des ateliers ou des séminaires où il faut inviter quelques jeunes leaders qui font des tapages sur les plateformes numériques, croyant qu'on est en train de régler un problème, nous aurons l'opposé. L'opposé, c'est-à-dire que le contraire des résultats escomptés. Les statistiques en termes de violation seront en hausse. Et on va penser un instant qu'on est en train de permettre aux femmes de commencer par dénoncer. Alors qu'en réalité, c'est parce que nous ne travaillons pas à éduquer les hommes qu'on est en train de vivre ce scénario-là. Donc, pour moi, parvenir à avoir un très bon résultat au niveau de l'Institut national de la femme, c'est qu'on arrive dans 1 an ou dans 2 ans à dire nous n'avons plus suffisamment de cas, nous n'avons plus suffisamment de plaintes concernant les violences basées sur le genre. Ça veut dire que l'homme commence par accepter sa femme. Même quand la femme commet des erreurs ou même commet des bêtises, je préfère utiliser le mot bêtise, son mari arrive à se contrôler, à ne pas lui porter la main, à la supporter, à ne pas lui porter la main. Parce que si on n'arrive pas à cette forme d'éducation-là, nous aurons peut-être 2 millions de cas de plaintes, mais ce qu'on veut résoudre comme problème va demeurer. Roland, très rapidement. Non, je crois que l'Institut national de la femme, nouvelle dynamique, parce que ça existait quand même, avec ce que le chef de l'État et le gouvernement a mis en place, dont la première présidente quand même a été l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. On a vu un début d'action. On a vu dans la continuité ce que fait Mme Bokpa Yankadia Huguette aujourd'hui. Je voudrais quand même préciser que l'INF aujourd'hui travaille à installer dans les départements et les communes les points focaux. Donc déjà, c'est déjà une avancée notable parce que dès lors qu'il y a des points focaux dans les communes et les départements, ça peut facilement faire remonter l'information. Et puis, quand on voit par l'accroissement des plaintes aujourd'hui, je pense que est-ce qu'il y a de nouvelles
violences basées sur le genre, ou alors les langues se délient maintenant. Parce que n'oubliez pas que par le passé, certaines femmes sont violentées, mais n'ont jamais le courage de parler. Et donc, le mécanisme mis en place aujourd'hui permet aux femmes de se libérer et de parler. Parce que quand même, il y a un accompagnement de la femme qui est violentée aujourd'hui, qui est mis en place. Quand vous êtes, la femme violentée se prononce, parce que le plus souvent, les femmes sont violentées, ne veulent pas se libérer pour dire ce qui s'est passé, parce qu'elles estiment, et quand vous lui dites maintenant un filet, qui va garder les enfants, mais quand Rémi, et puis, il y a certaines femmes qui se résignent à subir ça. Et donc, les mécanismes mis en place aujourd'hui permettent à la femme, en tout cas, faciliter la tâche à la femme, et la femme peut dénoncer aussi facilement. Mais comment reconnaître la vraie raison qui justifie cette hausse-là? Oui, c'est ce que Puisque je vous dis. ça peut être également ce que Hector était en train de dire tout à l'heure. Non, je dis clairement que, au fond, aujourd'hui, les mécanismes encouragent les femmes à aller parler. Non pas que hier, les gens ne parlaient pas, mais juste qu'il n'y avait pas beaucoup de dénonciations parce que les gens n'avaient pas de garantie. Les femmes n'avaient aucune garantie. Parfois, vous dénoncez votre homme et vous vous retrouvez devant certains acteurs et c'est les mêmes acteurs qui vous découragent devant le mari. Et vous êtes obligé de contraindre, de retenir au foyer, ou soit c'est vous-même, vos parents, qui vous disent, mais de retenir très vite. Mais les mécanismes rassurent la femme. Il y a une garantie pour la femme. Dès lors qu'on sent que voilà la situation et qu'elle présente bien sa situation, en tout cas, pour le peu que je sais, l'INF a des mécanismes pour prendre en charge automatiquement la femme. Et ça rassure sur le fait que beaucoup plus de plaintes sont enregistrées. Ça, c'est un fait. Mais concernant aussi la sensibilisation, j'estime que véritablement, je suis d'accord avec eux, il faut sensibiliser davantage les femmes. J'ai toujours dit que la question des violences basées sur le genre, ce n'est pas le fait de l'homme seulement qui est violent à un moment donné, mais c'est le fait de la dame, de la femme aussi. Vous savez, l'homme agit, mais la femme parle. Vous êtes femme, vous n'allez pas me dire le contraire. La femme peut vous insulter du matin jusqu'au soir et vous dire, elle a commencé à 8 h du matin et à 20 h, vous avez insulté toute la journée, vous dit à 20 h, je préfère me taire. Alors que toute la journée, vous avez insulté. Vous imaginez, toute la journée, du matin jusqu'au soir, elle vous insulte, elle vous dit tout ce qu'on ne doit pas vous dire, ce qui peut vous irriter. Elle a passé toute la journée à ne faire que vous insulter. Au point où vous êtes sorti de la maison, vous revenez, vous tombez encore dedans, elle reprend. Mais à 20 h pour se coucher, elle dit, je préfère me taire. Mais elle a tout dit en réalité. Et l'homme, à un moment donné, certains hommes, n'ayant pas la sagesse nécessaire, sont tentés de lever la main pour agir. Ou lève tout simplement la main. Donc, il revient à ce qu'on dise à la femme, attention, contrôle ta bouche. Même quand tu es énervé. Et qu'on dise également à l'homme, et qu'on dise également à l'homme, quelle que soit la situation, oui, maîtrise. J'en viens. Maîtrise-toi et garde ta main. Mieux, encore plus grave, pardon, j'allais dire. Il y a des femmes, dès lors qu'elle sort ou la bouche pour dire le premier mot désagréable, elle est capable de te gifler, et très vite. Mais il y en a. Ça, c'est le culot. Mais il y a des femmes qui n'hésitent pas à porter la main sur leur mari. Ça, c'est vrai. Et l'homme veut réagir. Et c'est pour ça qu'il faut demander aux hommes de faire preuve de sagesse. On l'a dit il y a quelques jours sur ce plateau, pour dire que la femme est capable de vous dire tout ce qu'elle veut. Elle peut vous donner un coup, en tout cas sur la tête, elle peut vous gifler. Si vous ne faites pas preuve de sagesse et que vous lui donnez juste un coup de poing, c'est que là commence votre problème parce que c'est vous qui n'avez pas été correct. Et tout ce qu'elle a dit là, même en insultant vos grands-parents, tout là, la justice ne veut pas entendre ça. Est-ce que vous l'avez touché, oui ou non? Donc, il revient... Est-ce qu'elle a des bleus, oui ou non? Voilà. Est-ce qu'elle a des blessures, oui ou non? Est-ce qu'elle a une dent Donc, perdue? c'est des Est-ce qu'elle a une preuves dent perdue ou palpables donc, qui prouvent que vous avez porté main sur elle. Donc, j'inviterai les hommes à la sagesse, mais je demanderai à l'Institut national de la femme, alors, quand même, comme l'a dit Hugues, au-delà de la sensibilisation des femmes, je pense que j'ai utilisé le mot éduquer ou rééduquer certaines femmes. Pas toutes les femmes. Il y a certaines femmes qui ont besoin de rééducation sur le plan moral pour savoir comment se comporter dans le couple, pour avoir à maîtriser leur bouche et avoir à maîtriser leurs mains pour ne pas porter la main sur un homme. Mais en même temps, d'organiser, au même titre que l'Institut national a des points focaux dans les communes et les départements, d'organiser des sensibilisations à l'endroit des jeunes garçons dans les collèges et dans les universités, pour leur dire, écoutez, voilà le danger que vous courez quand vous touchez une femme.
voilà les risques que vous courez. C'est les périodes de transition. Voilà, ça peut hypothéquer toute votre vie, toute votre carrière professionnelle. Donc, au-delà de tout, il faut sensibiliser les jeunes garçons aujourd'hui. Pourquoi demain? Parce que les résultats des actions de l'INF aujourd'hui, c'est à partir de 5 ans qu'il faut commencer par voir ça. Les étudiants qui sont à l'université aujourd'hui, quand on les sensibilise, demain, 5 ans après, quand ils auront le master, ils auront le travail, ils vont se marier. On va sentir ça dans ça. Vous allez voir que le nombre de plaintes va baisser. Et le nombre de cas de VBJ va baisser. Et même dans 10 ans, 15 ans, les enfants qui sont dans nos écoles, qui sont sensibilisés, s'ils sont réceptifs au message et qu'ils prennent ça comme, en tout cas, bréviaire de leur vie, vous allez voir que dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous allons avoir moins de violence basée sur les gens. Et ça va être construit. Puisque la société, quand la société, le petit noyau n'est pas en bon état, tout l'État, toute la nation se porte très mal. Et il va falloir travailler à ce que dans 15 ans, 20 ans, nous ayons un État dépouillé de violences basées sur les gens et on dise aux féministes également aussi, oui, féministes, c'est un combat. Oui, le temps est parti, c'est un combat, mais apprenez à respecter la dignité humaine. J'ai lu une blague pour finir. Hier, une féministe qui va coucher avec le mari d'autrui. Donc, en réalité, vous défendez quoi finalement? Voilà, merci à vous Roland, merci à Hugues également sur ce plateau pour tout ce que vous donnez pour édifier les populations, pour éclairer la lanterne des uns et des autres.